André Versailles, je suis très heureux de vous retrouver par Zoom interposé après une première interview que l'on avait consacrée à Molière déjà pour évoquer le roman que vous avez consacré à Molière, roman que vous avez écrit pendant les 4 années que vous avez consacré à établir l'édition complète de Molière pour les éditions Bouquin qui vous ont confié l'édition de ces œuvres complètes. Alors, première question, André Versailles, comment, j'allais dire comme dans les fourberies de Scapin, qu'allait-il faire dans cette galère? Parce que 4 ans de travail consacrés à cette œuvre monumentale, à cet Everest du théâtre qu'est Jean-Baptiste Poquelin, c'est un défi inouï que vous avez décidé de relever et que vous avez, je le dis d'emblée, magistralement réussi. Merci. Écoutez, je vais vous dire, oui, c'était du travail, évidemment, c'est beaucoup de travail. Cela dit, ça fait quand même 15 ans que je travaille sur Molière, mais surtout, même si ça a été un énorme travail, c'était formidable. Vivre avec Molière pendant 4 ans, je crois que je n'aurais pas pris autant de plaisir, sauf avec Charlie Chaplin. Ils ont beaucoup de rapports entre eux d'ailleurs, mais Charlie Chaplin, il a fait de merveilleux films, il n'a rien écrit à part ses mémoires. Et donc, c'est vrai que ça a été un compagnon pendant 4 ans. Et vous avez la gentillesse de rappeler mon roman Armande. Je fais dire un moment à Armande qui se demande si elle a vraiment compris Molière et elle se demande si elle s'est pas constituée un Molière à son usage. Et je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais fait. Je me suis construit un Molière à mon usage et je le voyais jouer. C'est-à-dire que même alors que les pièces, franchement, je ne pourrais pas les réciter par cœur, mais je les connais par cœur. Et pendant tout ce temps, je veux dire, j'ai souvent eu des fous rires parce que je le voyais jouer le bourgeois gentilhomme, je le voyais jouer Sganarelle, etc. Donc oui, c'était un gros boulot, mais c'est formidable de plonger dans une telle œuvre et de rester là-dedans et d'essayer de revenir et de comprendre à travers ça à la fois la personnalité de Molière et qu'est-ce que c'est qu'une troupe de théâtre sous Louis XIV. C'est quand même la troupe la plus importante, pas seulement sous Louis XIV, mais de Louis XIV à nos jours. C'est quand même la troupe de théâtre la plus importante du théâtre français. Dans l'introduction, que vous faites une introduction générale, et puis pour chacune des pièces, vous avez une introduction, une notice spécifique qui raconte pour chaque pièce l'environnement, que ce soit l'environnement culturel, politique, social, mais aussi les conditions dans lesquelles chacune des pièces a été créée. Comment est-ce que, au moment où vous choisissez cette formule-là de présenter les pièces dans l'ordre de leur représentation, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix-là? Et en commençant d'ailleurs par 2 pièces dont on peut dire qu'elles ne sont pas de Molière, qui sont les deux premières, 2 farces, mais qui vous permettent d'évoquer ce qu'ont été les 12 premières années de la vie professionnelle de Molière en province. Écoutez, j'ai lu énormément de choses sur Molière et des thèses sur Molière, mais j'ai voulu faire une édition, comment dire, grand public, c'est-à-dire j'ai plutôt favorisé l'histoire des premières plutôt que d'éventuelles variantes et des spécificités qui sont plutôt à usage des spécialistes. Et alors, j'ai voulu la faire dans l'ordre chronologique parce que comme ça, on voit l'évolution de Molière. Et ce que j'ai voulu faire, c'est raconter l'histoire, c'est-à-dire que la vie de Molière se confond avec son métier, n'a pas d'autre chose, quoi. Et ce qui me semblait important, c'est de voir, après les premières pièces, qui sont des farces, comment petit à petit, Molière devient le grand Molière que l'on connaît. D'abord, il ne faut pas oublier que Molière n'est pas un écrivain au départ. Ce n'est même pas un acteur, c'est un saltimbanque. Je rappelle que Molière, on sait que il aimait beaucoup le théâtre. Est-ce que c'est parce qu'on aime le théâtre qu'on devient acteur? Non. Metteur en scène encore moins et chef de troupe non plus. Sauf que Molière a eu deux grandes chances dans sa vie. La première, c'est Madeleine Béjart. Madeleine Béjart, quand il la rencontre, elle a 4 ans de plus que lui. Elle est déjà connue comme tragédienne. Et elle est vraiment bien connue dans le théâtre. Et c'est elle qui va amener Molière au théâtre. C'est parce qu'il la rencontre que Molière décide
il est vraisemblablement très amoureux d'elle, mais il décide de faire du théâtre. Mais à l'époque, il n'est même pas un acteur, c'est un farceur. Et du farceur, il va devenir comédien. Du comédien, il va devenir metteur en scène. Et du metteur en scène, il va devenir dramaturge. Il n'a pas l'idée de devenir un dramaturge. Pourquoi il commence à écrire des pièces? C'est parce qu'à l'époque, il est dans sa troupe est une troupe itinérante et très souvent, toutes les troupes itinérantes ont le même programme, le même répertoire, parce que ce sont des pièces qui sont tombées dans le domaine public. Dès qu'une pièce est publiée, elle est dans le domaine public. Donc, il y a plusieurs pièces qui sont, pardon, excusez-moi, il y a plusieurs troupes qui sont itinérantes et qui se retrouvent aux mêmes endroits. Donc, il faudrait avoir des exclusivités. Il ne peut pas prétendre avoir des exclusivités de Corneille ou d'autres. Donc, il commence à écrire des pièces, des farces, copiées ou même traduites de l'italien ou de l'espagnol, et ça marche. Et petit à petit, il y prend goût jusqu'au moment où il va écrire, il est en province à ce moment-là, L'Étourdi. L'Étourdi est une vraie pièce de théâtre en alexandrin et qui annonce déjà beaucoup de choses du Molière, plus farceur, mais même un peu plus. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, comme ça marche, il va en écrire un peu plus, un peu plus, un peu plus, et puis il va avoir le désir à l'époque, il y a une espèce d'échelle des genres. Et la tragédie est nettement au-dessus de la comédie, même si on appelle généralement les comédies aussi certaines tragédies, c'est un mot générique. Et donc, lui, il aspire à élever la comédie à la hauteur de la tragédie, et il y réussira. Il suffit de reprendre des pièces comme Le Misanthrope, comme Don Juan et d'autres. Il a fait de la comédie un genre à part entière et un genre à part entière. C'est devenu un genre à part entière et qui marche en plus. Donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant de raconter à chaque fois les premières, parce que vous savez, je crois que Molière, j'en suis presque sûr, est le seul écrivain dont chaque œuvre est la publication ou la représentation est un événement. À chaque fois un événement. D'abord des scandales. Il faut préciser une chose, on dit que Molière a toujours été attaqué, c'est vrai, mais c'est toujours lui qui a ouvert les hostilités. Les précieuses ne l'ont pas attaqué, les dévots non plus, etc. C'est lui qui attaque, toujours. Alors, et donc, c'est-à-dire, il y a scandale avec les précieuses ridicules, avec l'école des femmes, scandale féministe, avec scandale de l'impiété qui est Tartuffe et Don Juan, etc. Et puis alors, il y a une part mal connue de Molière, parce que ce n'est pratiquement plus représenté, ce sont les comédies-ballets. En réalité, c'est Molière avec Lully qui invente Broadway. C'est la source de Broadway, vraiment. Et donc, c'est un genre qui est mal connu parce que représenter cela, c'est très difficile. Est-ce que je peux revenir, est-ce que je peux vous interrompre et revenir un peu en arrière pour que vous ne racontiez pas tout le livre? J'aimerais qu'on revienne, vous avez dit, la première chance de Molière, ça a été sa rencontre avec Madeleine Bégin. La deuxième chance, je crois, ça a été la rencontre et les affinités qu'il a trouvées avec Louis XIV, qui lui a passé commande de toute une série de pièces, notamment ces comédies-ballets dont il a inventé, en quelque sorte, le genre avec Lully. Alors, à l'époque, que représentait le fait d'être reconnu, d'être soutenu par le souverain, par le roi Soleil? Molière a eu deux chances, c'est vrai. C'est d'une part Madeleine, on en a parlé, et après Louis XIV. On peut dire que Jean-Baptiste Poquelin, sous Louis XIII, malgré Richelieu, ne serait jamais devenu le Molière que l'on connaît. Le rapport avec Molière entre Louis XIV et Molière va se faire très vite. Dès la première pièce publique, la première comédie, la première comédie ballet qui a été Les Fâcheux, qui a été montée pour Fouquet. Louis XIV est présent et il se passe quelque chose. Et
La, Peut-être la- on peut resituer parce que Fouquet, ça ne dit peut-être plus grand-chose pour ceux d'accord. qui nous écoutent. Ok. Donc, Fouquet est le grand intendant du roi. Il organise une fête fastueuse qui finalement rend jaloux Louis XIV qui assiste à cette Absolument. pièce. Fouquet va être évincé, arrêté, condamné. Son château de Vaux-le-Vicomte va être détruit. Et Louis XIV a fait connaissance à ce moment-là avec l'auteur des Fâcheux, commandé par Fouquet, et cet auteur n'est autre que Molière. À ce moment-là se noue une relation Oui. pas amicale, pardon, une relation de Voilà, oui. soutien. Il va y avoir le soutien et il y a une anecdote qui est intéressante, c'est qu'à la fin de la pièce des Fâcheux, les Fâcheux, c'est les casse-pieds, quoi. Il y a toute une série comme ça de casse-pieds et, le roi lui dit, mais il y en a un que tu n'as pas croqué et il lui montre un noble qui est un chasseur et qui gave ses interlocuteurs de ses résultats de la chasse, quoi. Et Molière, quand un roi vous conseille quelque chose, on a intérêt à obtempérer. Et il va ajouter une pièce, il va ajouter une scène avec les fâcheux. Et donc ça va nouer un premier lien parce que il faut savoir que effectivement, Louis XIV était très jaloux de Fouquet. Fouquet est le grand gentilhomme qui a pensionné tous les artistes de son temps. Et Louis XIV veut absolument le faire oublier et il va devenir, par le fait de l'évincement de Fouquet, le grand mécène. Et il va faire de Molière le surintendant des fêtes qu'il y aura à la cour et lui commandera énormément de pièces, plus d'une dizaine sur les 30 pièces, la trentaine de pièces qu'a fait Molière. Et donc, il y a tout un débat autour de cela. C'est-à-dire que les puristes regrettent que Molière ait, entre guillemets, perdu son temps à faire des grandes comédies comme ça ou des farces alors qu'il aurait dû faire d'autres misanthropes, d'autres tartuffes, etc. D'un autre côté, je crois qu'ils se trompent. Des gens pensent que Molière a été obligé de le faire. Molière, le titre de mon introduction, c'est l'homme théâtre. Ce qui intéresse Molière, c'est tout le théâtre. Ce n'est pas un écrivain, un dramaturge en chambre comme Corneille ou comme Racine, c'est quelqu'un qui aime tout dans le théâtre. Il écrit d'ailleurs, il y a des pièces qui ne sont pas terminées. Ce qui l'intéresse, c'est la matière du théâtre. Inventer des choses. Il invente la comédie-ballet, il se met avec d'autres à concevoir des mises en scène incroyables. Il y a parfois 100, 200, 300 personnes sur scène, mais pas sur la scène, dans les airs. On n'imagine pas ça, quoi. Ce Avec des sont machineries invraisemblables. des machineries incroyables, quoi. Je veux dire, c'est fort. Et ça l'excite. Ça l'excite, c'est-à-dire que la preuve que ça l'excite et que ce n'est pas quelque chose qu'il a fait uniquement pour le roi, c'est qu'il va tout faire pour refaire, pour réinterpréter ses comédies-ballets dans son propre théâtre au Palais Royal. Et donc, un peu plus modestement, mais avec des décors, avec des changements à vue, etc. Donc, non, c'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé. Molière aime tout le théâtre et pas seulement les grandes pièces. Justement, c'est en ça où c'est quelqu'un de très différent de Corneille et de Racine. Ce qu'on voit très bien dans la présentation que vous faites de chacune des pièces, c'est la conception scénique parfois ou la réception de la pièce. Vous avez des grands témoins, même si ça on n'a pas eu l'occasion de le dire, on n'a aucun écrit de Molière. Donc ça c'est quand même une première difficulté à surmonter, c'est qu'il faut travailler avec les échos que l'on a contemporains des pièces de Molière. Ainsi par exemple, La Fontaine raconte la fête que Fouquet a donnée à Vaux-le-Vicomte, mais on a aussi d'autres éléments, comme par exemple des témoignages de spectateurs ou de spectatrices qui nous racontent comment Molière jouait, par exemple. Et c'est le cas pour une des pièces, je pense, si je me souviens bien, que c'est dans l'École des femmes, on a des commentaires sur la manière dont Molière jouait, dont les spectacles étaient mis en place. Alors, comment avez-vous réuni ces éléments-là et Alors, comment les avez-vous choisis? il y a déjà un journalisme à l'époque avec la Gazette et d'autres, je veux dire, il y a des chroniqueurs qui, surtout
que beaucoup de pièces vont être, surtout que le roi va assister à beaucoup de pièces. Le roi assiste à l'école des femmes et à d'autres, je veux dire. Donc, ce sont des événements mondains. C'est quand même l'homme le plus connu en France à un moment. Euh, je veux dire, je parlais de Charlie Chaplin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est Mais vous aussi comparez, vous aimez célèbre. comparer Molière à Chaplin, hein, Oui, oui, c'est absolument, le même type de absolument. génie et de création. Oui, c'est vraiment, ils ont tous les deux. Et tous les deux je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Quand on voit les films de Chaplin de 1914, personne ne peut s'imaginer qu'un jour, il fera les temps modernes, City Lights, et encore moins le dictateur. Et quand on voit les toutes premières pièces de Molière, personne ne peut imaginer qu'un jour, il écrira le Misanthrope, le Tartuffe, etc. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est de montrer à travers toutes les représentations, le début des représentations, les scandales ou la manière, la réception de ces pièces et en même temps son progrès. C'est-à-dire que de pièce en pièce, il devient un dramaturge de plus en plus formidable. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir, avant d'évoquer Tartuffe, qui est une manière d'aborder Molière par cette dimension de scandale que provoque le fait que c'est aussi un auteur engagé, engagé dans la dénonciation de certains travers de la société qu'il n'hésite pas à mettre en scène. Alors, la première thématique propre à Molière, c'est son combat féministe, pourrait-on dire, aujourd'hui, incarné pour la première fois dans l'École des femmes en 1662. Et c'est là où Molière peut condamner les conceptions que la société a à l'égard des femmes, considérées comme inférieures aux hommes, interdites de savoir, interdites d'accès à l'éducation et surtout soumises au mariage obligé. Alors, l'école des femmes est un cas particulier parce qu'il a fait l'objet de critiques auxquelles Molière a répondu fort habilement parce que c'est un stratège de la communication aussi, en annonçant qu'il allait en faire une critique de l'école des femmes sous forme de dialogue de théâtre. Et enfin, en troisième lieu, il y a ce merveilleux impromptu de Versailles qui nous permet d'entrer dans les coulisses de son travail, de son théâtre. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette chronologie-là, l'école des femmes, la critique et l'impromptu. Alors, il écrit l'École des femmes. Ça fait scandale, pas chez les dévots immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est qui est-ce qui va l'attaquer? Ce sont des gens comme les Corneille, les frères Corneille, et la troupe concurrente, une troupe très importante, qui est celle de l'Hôtel de Bourgogne. Et donc, il est très, très fort critiqué. Et c'est là que Boileau entre en scène, qui est un tout jeune critique et qui a fait une stance euh, à Molière en disant tu leur déplairais moins si tu ne leur excusez-moi, tu leur, Boileau tu a leur toujours été un fidèle de Molière, hein. Il a bien défendu toujours, vous devez être fidèle à lui. Donc, tu leur déplairais moins si tu ne plairais pas tant. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la première fois que Boileau, qui va devenir un ami de Molière, prend la parole. Et donc, ça fait un scandale. Plus le scandale est important, plus les gens vont voir la pièce. Et puis, évidemment, le scandale se calme. Et ça n'arrange pas du tout les affaires de Molière, parce que ça lui plaisait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une pièce que l'on lit beaucoup moins parce que c'est une pièce de circonstance. C'est pour ça que j'ai fait la même notice pour trois pièces, parce que c'est un ensemble, ça forme une trilogie. Et donc, il écrit la critique de l'école des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une pièce qui est une pièce de salon où il y a des gens qui discutent de l'école des femmes, des gens qui défendent, et puis des gens ridicules qui l'attaquent. Et lui-même joue le rôle d'un marquis complètement grotesque qui critique Molière. Alors, la réaction est immédiate. L'hôtel de Bourgogne va répondre avec la critique de l'école des femmes. Donc, il tombe dans le piège, ce qui donne à Molière la possibilité de répondre encore une fois avec la pièce magnifique que vous avez, cette pièce en un acte qui est l'impromptu de Versailles, où Molière joue son propre rôle. Tous les acteurs apparents jouent leur propre rôle et on voit vraiment comment les choses se mettent en scène, la difficulté avec les acteurs. C'est une pièce magnifique à laquelle va encore répondre
l'hôtel de Bourgogne avec l'impromptu de Condé. Mhm. Et ça se termine. Et alors, pendant 2 ans, il va y avoir d'autres pièces qui vont répondre. Il y aura des espèces de chansons. On ne parlera que de ça, que de ça, que de ça. Et ça se termine comment? C'est que le Grand Condé invite à un tournoi l'Hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière à jouer leurs pièces. Mais en réalité, c'est quoi? C'est un festival Molière. Et c'est formidable. Il a tout compris. Il a tout compris. C'est quelqu'un qui fait. Alors, il y a eu des pièces engagées, des pièces qui ont produit des remous. Il y a eu la fameuse querelle du Cid. Mais la querelle du Cid, ça reste entre, entre, entre soi, entre des acteurs et des écrivains, etc. Alors que Molière fait descendre la polémique dans le public et répond à ce que dit le public sur la scène. C'est ça son En avantage. plus, vous montrez bien que tout ça est éminemment pensé avant. C'est une vraie stratégie de communication que Molière met en place. Alors, dans l'impromptu de Versailles, il y a aussi des éléments qui sont tout à fait passionnants, notamment pour les comédiens. C'est qu'on voit Molière expliquer à un jeune comédien comment jouer. C'est vraiment une masterclass de Molière pour les comédiens. C'est assez Et alors, il extraordinaire. imite aussi, pourquoi ça a fait scandale, c'est qu'il imite, par exemple, Montfleury. Montfleury, on s'en souvient, c'est celui que Cyrano renvoie dans la pièce de Rostand, Cyrano de quoi. Bergerac, oui, oui. Oui, la pièce de Cyrano-Bergerac. Or, en même temps, il imite et c'est formidable, quoi. Donc c'est un mime extraordinaire, un peu comme Chaplin d'ailleurs, pour y revenir. Absolument. Alors, 1664, 2 ans plus tard, c'est le Tartuffe et c'est le début de 5 années d'interdiction d'une pièce. Et là, c'est peut-être un des épisodes les plus éprouvants pour Molière. Ces 5 ans pendant lesquels il s'est acharné à ce que cette interdiction de Tartuffe soit levée. D'après vous, pourquoi s'est-il acharné à ce point? Je dirais que c'est un entêté. Mais au-delà de cela, d'abord, pendant ces 5 ans, il écrit quand même presque une dizaine de pièces en même temps. Je veux dire, ce qui est important. Donc, il ne chôme pas. Et pas Mais n'importe lesquels. Et pas non, n'importe non, non, lesquels. il y a l'avare, non, non, il y a des Le choses. Oui, oui, non, misanthrope non, non. Oui, Don oui, c'est très, Juan. très important. Alors, là, écoute, d'abord, ça, c'est une pièce dans laquelle il s'engage parce que le combat de Molière, c'est contre les charlatans, contre les astrologues, contre les dévots, contre les médecins. C'est le même combat. Le combat contre pourquoi il s'attaque aux médecins, c'est que les médecins, il les considèrent comme des charlatans. Ils disent n'importe quoi, ça ne marche pas, les gens meurent quand même. Et c'est-à-dire que les gens qui ont de l'emprise, les dévots ont de l'emprise sur les croyants, et les médecins ont l'emprise sur les malades ou des gens même qui ne sont pas malades. Et donc, c'est une pièce importante, c'est une pièce pivot. Il va la refaire une fois, 2 fois, on n'en sait rien, puisque c'est les premiers Tartuffes, on ne les a plus, évidemment. Donc, on a la dernière pièce. Et il va véritablement se battre. Et alors, c'est assez extraordinaire parce que le roi va le protéger. En réalité, la pièce est interdite, mais pas tout à fait. Elle est interdite pour le public, mais pas pour les grands. C'est-à-dire que le Condé, que monsieur, le frère du roi, va se faire représenter chez lui. Donc ça, c'est permis. Or, c'est le plus important pour Molière parce que c'est évidemment eux qui font l'opinion. Et donc, Molière va travailler. Et là, il y a un épisode extraordinaire, c'est que le roi va lui donner, avant de partir en campagne à Lille, va lui donner l'autorisation, mais elle est purement verbale. Molière est très heureux. Il représente la pièce. Elle est interdite immédiatement par celui qui remplace le roi à ce moment-là, qui est Lamoignon, le ministre Lamoignon. Et Molière, furieux, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses deux lieutenants, c'est-à-dire l'acteur Lagrange et l'acteur Latorilière, sur le champ de bataille à Lille, avec un placet où il dit au roi, si c'est comme ça, moi j'arrête d'écrire. Ça veut dire j'arrête d'écrire pour vous, parce qu'il a déjà commencé à faire plusieurs comédies-ballets. Évidemment, il le dit dans des propos, évidemment, ultra polis, tout ce qu'on voudra, mais c'est ça qu'il dit. Et le plus extraordinaire, c'est la réponse du roi. Le roi, pour lequel il n'y avait que son bon plaisir, d'abord, il accueille les deux, mais il est quand même sur un champ de bataille. Il leur dit, écoutez, vous mesurez bien que je suis un peu occupé pour l'instant, mais je promets qu'en rentrant,
Je lui mettrai bon ordre. Ça montre quand même le rapport entre le roi et Molière. Je veux dire, les deux se manipulent. Molière manipule le roi pour pouvoir faire toute une série de pièces et Louis XIV manipule Molière. Il faut savoir que Louis XIV permet la première représentation du Tartuffe d'une pièce à Versailles. C'est-à-dire dans je veux dire dans une fête, je veux dire où on ne se prend pas la tête, quoi. Quand il y a des pièces, ce sont des comédies, jamais des pièces sérieuses. Là, c'est une pièce sérieuse, voire sombre. Eh bien, elle est jouée à Versailles, la première. Alors, André Versailles, dans quelques minutes, notre liaison Zoom va s'interrompre. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause ici et que on reprenne une deuxième séquence d'une demi-heure pour parler des quatre ou cinq pièces que j'aimerais qu'on évoque encore après avoir évoqué Tartuffe, notamment les deux pièces qu'il a écrites deux des pièces qu'il a écrites pendant l'interdiction de Tartuffe, à savoir le Don Juan et le Misanthrope, mais aussi l'Avare, le Bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin et le Malade imaginaire. On ne peut pas parler de Molière sans évoquer au moins celle-là. Voilà, André Versailles, nous reprenons cette conversation à propos de Tout Molière que vous publiez, dont vous avez dirigé l'édition et rédigé toutes les passionnantes notices, je le rappelle, 300 pages sur les 2000 pages de l'ouvrage, qui est devenu, à partir de sa publication, le Molière de référence, et en plus très accessible pour le grand public, parce que c'est un effort que vous avez fait d'être dans la vulgarisation du contexte dans lequel Molière a écrit, fait représenter et composé son œuvre. Alors, on a parlé de Tartuffe pour terminer la première partie de cet entretien. J'aimerais qu'on aborde deux pièces qu'il a eu l'occasion d'écrire pendant qu'il se battait pour lever l'interdiction de Tartuffe. Ces deux pièces sont Le Festin de Pierre, qui est le titre complet de la pièce connue sous le nom de Don Juan, le personnage principal, et la deuxième, c'est Le Misanthrope. Alors, Le Misanthrope, vous dites à tellement juste titre que Alceste et Célimène, les deux personnages centraux, sont les deux plus grands rôles du théâtre français. Pourquoi ce jugement cette fois-ci sur les comédiens? Et j'aimerais rappeler aussi ce que vous dites à un moment donné et ce que vous citez de Molière. Molière recommande de voir jouer ces pièces plutôt que de les lire. Est-ce que dans le cas d'une remarque sur Alceste et Célimène, les deux plus grands rôles du théâtre, est-ce qu'on peut relier ces deux propos? Alors, la première, je vais prendre la chose à l'envers. Molière ne voulait pas publier ses pièces parce qu'il estimait que sans le jeu des acteurs, elles perdaient leur grâce. Parce que l'école de Molière, c'est la commedia dell'arte. Contrairement aux tragédies, à l'époque, quand on jouait une pièce, quand il y avait un dialogue, tous les deux étaient face à la scène, ils ne se parlaient pas l'un l'autre, et chacun récitait comme ça, et Molière trouvait ça absurde. Il voulait faire quelque chose de beaucoup plus vivant, c'est-à-dire que, et on voit dans ces pièces, par exemple, évidemment, l'une des plus emblématiques, c'est les fourberies de Scapin, où il court de cour au jardin et de jardin au cours, etc. Et il est très, très vivant. Donc ça, c'est sa révolution. Et, donc, dans toutes ces pièces, il y a quelque chose de farcesque, y compris dans le Misanthrope. Il y a une toute petite scène, enfin peu importe, c'est pas une scène très importante, mais voilà. Et donc, cette pièce-là, c'est vrai que c'est la pièce la plus sérieuse et la plus forte, à mon sens, de Molière. C'est là où véritablement la comédie atteint le niveau de la tragédie. Mais de la scène avec le sonnet d'Oronte où il lui dit votre sonnet est bon à mettre au cabinet, c'est une scène aussi où on bouge. Donc je crois que ce qu'il voulait faire, il avait raison de vouloir, et d'ailleurs ça a bien marché, sauf pour les tragédies. Quand il voulait interpréter les tragédies de Corneille, par exemple, il le faisait de la même manière et ça ne marchait pas pour ce public. Là, c'était vraiment trop moderne.
En plus, on peut lire dans vos notes que Molière était atteint d'un hoquet qui rendait peut-être le jeu plus difficile pour une tragédie que pour une Aussi, comédie où il aussi. pouvait intégrer son hoquet dans la comédie. Alors peut-être que on pourrait aborder la pièce L'Avare par l'angle de l'accueil par le public. Tout à fait étonnamment, L'Avare est une pièce qui se joue encore aujourd'hui, qui a un succès fou. Les plus grands comédiens s'y attellent, a été un échec complet lors de sa première représentation avec Molière dans le rôle d'Harpagon. Oui. Alors, je pense que c'est pour une raison très simple, c'est que les grandes comédies, c'est-à-dire les comédies en 5 actes, devaient se faire en alexandrin. On ne comprend pas qu'une grande pièce, c'est-à-dire elle est incomplète. C'est ça aussi, c'est-à-dire, vous savez, il y a ce mot de Racine, mais qu'on comprend parfois de travers. Ma tragédie est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. En fait, quand je dis écrire, ça veut dire la mettre en vers. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la beauté des vers. À l'époque, on prenait des versificateurs. Je veux dire qu'on pouvait demander à des versificateurs. De bons ouvriers suffisaient à faire de bons vers. L'essentiel, c'était ce qu'on avait à dire, quoi. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent par rapport au classique. Et donc, il fait une pièce et les gens disent, mais il se moque de nous. Il se moque de nous. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il fait une grande pièce en 5 actes et en prose. Donc, c'est de la paresse ou quoi? Donc, c'est ça. Donc, il y avait une espèce de bizarrement. Alors, comme évidemment, nous, on n'a plus ce préjugé, je veux dire, on rit de bon cœur à la VAR et c'est une des plus jouées d'ailleurs. C'est le Oui. paradoxe. Alors, l'autre pièce, mais maintenant, en vous écoutant, j'ai un doute, est-ce qu'elle était écrite en vers ou est-ce qu'elle était écrite en prose? C'est Le bourgeois gentilhomme, qui là est une turquerie commandée par le roi et qui est une grande comédie farcesque, la plus récréative, mais en même temps la plus innocente. Est-ce qu'on peut considérer que Molière est apaisé de tous les combats qu'il mène contre les charlatans, contre les injustices, contre les dévots? Est-ce que là, il peut enfin libérer le rire qu'il contient malgré tout? Oui, là, il est vraiment, c'est-à-dire qu'il a passé une période quand même lourde, vraiment lourde, etc. Mais on voit avec le bourgeois gentilhomme qu'il s'amuse. Alors, il s'amuse et là, il faut quand même rendre justice aussi à Lully, parce que lui est Oui. beaucoup, et pour beaucoup dans la pièce, puisque les ballets, et il y en a plusieurs, c'est une comédie-ballet. Alors, c'est toujours un peu dommage chez nous, c'est que les ballets ne sont pas interprétés. Et moi, on voyait la télévision, par exemple, soit pour le bourgeois gentilhomme ou pour le malade imaginaire, qui se termine quand même avec des grands ballets. Vous les voyez à la télévision et déjà, on commence à passer tout le générique, quoi. Donc, c'est évidemment très dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai que là, il se donne complètement lui-même et Lully aussi, puisque Lully est un acteur et un bon acteur. Euh, et donc, c'est un moment dans lequel ils s'entendent vraiment bien tous les deux. À la fin, ce sera beaucoup Ça ne plus. durera pas jusqu'au bout, hein, puisque Non, vous non, ça racontez c'est aussi. compliqué. Oui, Oui, ça c'est compliqué. Mais oui. enfin, bref. Mais là aussi, c'est un moment qui est heureux et non, c'est une pièce en prose. Et justement, il y a cette scène quand il dit je voudrais envoyer un mot à une marquise, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais qu'on le dise autrement. Et elle dit mais vous voulez qu'on les fasse en vers? Non, non, pas en vers. Vous voulez de la prose? Non, non, pas de la prose non plus. Et il comprend. Donc c'est très célèbre. Enfin, c'est devenu une expression. Je veux dire, il ne comprend rien comme Monsieur Jourdain. Non, on fait des choses sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de Faisait la de la prose. prose. Et voilà, vraiment, en plus, c'est une pièce très complète parce qu'il se moque à la fois aussi des philosophes, il se moque un petit peu de tout le monde. Et alors, il y a une anecdote, c'est qu'il y a un rôle qu'il a créé, qui est le rôle de Nicole, parce que c'est une actrice qui pouvait rire, Ouais. qui pouvait avoir des éclats de rire comme elle voulait. Et alors, c'est évidemment Nicole qui voit Jourdain avec sa perruque, avec ses nouveaux habits, et elle attrape des fous rires. Et bien ça, c'est un rôle écrit pour elle. Molière était un peu comme les cinéastes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il écrivait aussi les rôles en fonction des gens de sa troupe. Or, il prenait même
Ce qu'on sait moins, c'est qu'on voit, c'est-à-dire que les défauts des gens, il les met en scène aussi. Il y avait un des acteurs qui était boiteux et qui était un des Béjards, et il joue la flèche, et la flèche est un boiteux. On entend Harpagon qui dit ce chien de boiteux-là. Et donc, c'est un vrai boiteux. Et donc, il y a plusieurs choses comme ça que Molière fait, où il joue avec ses comédiens. Mais c'est vrai, ce qui est incroyable, c'est que ce personnage de Nicole, qui est une des scènes les plus drôles de la pièce du bourgeois gentilhomme, n'aurait pas existé Peut-être pas, sans cette peut-être comédienne, pas, n'aurait peut-être pas effectivement. existé sans cette Oui, comédienne. oui. Alors, vous avez déjà évoqué les Fourberies de Scapin, qui est aussi une pièce que j'aimerais qu'on évoque. Vous avez évoqué la vivacité de la pièce, mais là aussi, comme vous l'indiquez d'ailleurs, Molière qui a 50 ans, comme ça on peut situer un peu dans la ligne de vie de Molière, qui va mourir 2 ans plus tard. Il a 50 ans, et là on trouve dans les Fourberies de Scapin ce besoin de retrouver l'insouciance de ses premières années où il parcourait la province avec sa troupe, où il admirait Scaramouche de la Commedia dell'arte. Donc là, on retrouve un Molière encore plus réconcilié avec lui-même. Oui, et puis il retourne, c'est un petit peu sa jeunesse, parce que c'est ce qu'il faisait. Il faisait des tas de pièces vraiment très drôles et sans du tout de message. Voilà, s'il faut pas employer un mot avec Oui, tous les guillemets qu'on voudra, quoi. Hein. C'est une pièce où il se laisse aller. C'est vraiment une pièce commedia dell'arte avec. On retrouve un petit peu le climat de l'étourdi, qui est sa première grande pièce qu'il a composée à l'époque où il était en province, quoi. Donc oui, c'est une pièce et c'est un petit peu le succès parce qu'elle passe partout. Ça aussi, c'est quelque chose qui passe partout parce que on peut la montrer à tout le monde. Moi, je sais que je l'ai vue quand j'avais 10 ans et j'étais mort de rire, quoi. Je veux dire qu'elle est accessible à tout le monde, comme le bourgeois gentilhomme d'ailleurs, comme le bourgeois gentilhomme absolument. sont des pièces et alors dans un registre quand même plus farcesque, c'est évidemment le médecin malgré lui. Là aussi, c'est des choses que j'ai pu voir quand j'étais gosse et ça Oui. marchait formidablement à 10 ans, quoi. Hein, je veux dire, c'est parti. Le misanthrope, ce sera pour plus tard, bien sûr. Mais là, dans le médecin malgré lui, on retrouve encore des thématiques sociétales dont qu'il veut aborder. Enfin, tous ces faux Oui, dévots. mais et en même temps, C'est je veux dire, drôle, c'est très truculent, quoi, parce que il, absolument. il prend les seins de la servante et le mari vient. Il dit si, si, c'est dans l'ordre des choses. Il faut que le médecin s'occupe aussi des seins de la nourrice, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Alors, les médecins, on les retrouve aussi, et c'est par là qu'on va conclure, parce que malheureusement, Molière approche de la fin de sa vie. Après la 4e représentation du Malade imaginaire, il rentre chez lui et il meurt chez lui d'une fluxion de poitrine apparemment, ou d'une maladie poitrinaire dont il était atteint. Alors, le Malade imaginaire, c'est aussi un festival consacré aux médecins, à la dénonciation de l'abus de confiance que peuvent exercer certains médecins sur des personnages crédules, hypochondriaques dans le cas de Orgon. J'ai oublié le nom du oui. personnage. Argan. Argan, voilà. Et donc alors, peut-être pour conclure cet entretien et conclure la présentation de ce livre, Oui. parlez-nous du malade imaginaire. Alors, première chose, le malade imaginaire, parce qu'il est mort quasi sur scène, on a fini par dire qu'il est mort sur scène, ce qui n'est pas vrai, il est mort à 10 heures du soir, une fois rentré chez lui. Il faut savoir que quand on dit que généralement les pièces se passaient dans l'après-midi, parce que sortir le soir, à cette époque-là où il n'y avait pas d'éclairage, c'était très dangereux, quoi. Donc les pièces se jouaient l'après-midi. Et donc, il est mort quelques heures plus tard. Et puis, on a considéré cette pièce aussi comme une pièce testamentaire. Pas du tout. Molière n'était pas très malade. Ça, c'est une chose qui a été montrée par Georges Forestier dans sa dernière biographie. Il était, quand on voit les maladies qu'il avait pu avoir, c'était très banal à l'époque. C'est-à-dire, c'est pas un grand malade. Mais il a eu quelques fois où il a eu des maladies, mais quand on voit toute l'année qui précède le malade imaginaire, il n'y a pas de maladies qui sont signalées. Donc cette pièce a été vue
on en a fait, je veux dire, on en a fait, parce qu'évidemment, c'est très séduisant. Quelqu'un, un vrai malade, qui joue un faux malade, qui se prétend malade, évidemment, je veux dire, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, pendant des siècles, ça a été ramené depuis Grimarès, le premier des biographes à qui tout le monde en veut depuis déjà Boileau en disant mais il n'a rien compris, etc. Mais il raconte des choses. Il y a une légende dorée de Molière et la mort de Molière, c'est vraiment l'acmé de cette légende dorée. C'est-à-dire quelqu'un qui a été à la fois malheureux, quelqu'un qui a été persécuté par tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui attaquait, c'est pas les autres. Euh, et donc, cette mort a quelque chose dans tous les livres qu'on lit, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps, je veux dire, c'est un petit peu le Molière qui finit en martyr, quoi. Mm. Molière crucifié finalement. Les médecins qui se sont vengés de lui, la maladie qui se venge de lui, et on le voit dans les épitaphes. Dans les épitaphes, alors les épitaphes évidemment très vengeresses contre lui par les dévots, etc. Mais en plus, c'est une pièce vraiment joyeuse. Et je veux dire, avec cette fin extraordinaire où, pour le guérir, lui, il va être son propre médecin, quoi. Il veut un médecin dans la famille, et bien plutôt que de le donner, de prendre un gendre médecin, ben, deviens médecin toi-même. C'est pas compliqué, et il y a tout ça, tous ces chants en latin macaronique qui sont délirants. Et c'est la pièce la plus délirante de Molière. Elle est Ouais. encore plus délirante que le médecin, pardon, que le bourgeois gentilhomme. Mm. Là, on est parti, ça, hein, c'est au-delà de tout. Et justement, c'est pas du tout une pièce où Molière est malheureux, pas du tout. C'est comme bourgeois gentilhomme, Mm. mais on reconstruit une histoire qui est plus séduisante et plus, voilà, c'est normal. Et c'est vrai que en plus, quand on voit la pièce Le Malade imaginaire, la dernière séquence avec ce latin de cuisine, on peut s'imaginer que ce sont des éléments qui ont été ajoutés après, aujourd'hui, à la pièce, mais non, c'est bien Molière Ah qui a non, écrit non, c'était cette Molière, oui, oui, finale absolument. extraordinairement drôle Oui, et oui, mais moderne. c'est dommage qu'on ne les interprète plus. Mais je veux dire, c'est évidemment très coûteux parce il faut pas seulement des acteurs, il faut des chanteurs. Tous les acteurs ne sont pas des chanteurs. Donc voilà, c'est compliqué, il en faut beaucoup, mais c'est une pièce formidable. C'est vraiment une pièce, c'est exceptionnel, quoi. Alors, on va terminer, si vous voulez, cet entretien avec une question sur une autre personnalité exceptionnelle liée à Molière, qui est Michel Bouquet, à la mémoire duquel vous avez Oui. dédié ce livre, en évoquant l'amitié qu'il vous a fait de vous accorder un long entretien lors duquel il vous parla si bien de son Molière. Ma question est toute simple. Qu'en est-il de cet entretien? L'avez-vous enregistré? Allez-vous le publier? Non, parce que je lui avais dit de toute façon que je n'en ferais rien sans sa permission. Écoutez, c'est pour moi un moment qui m'a énormément touché. Bon, d'abord, quand j'ai eu au téléphone et je lui ai demandé si je pouvais venir l'interviewer, il avait été adorable. Il m'a dit, écoutez, oui, mais vous savez, j'ai 90 ans passés, donc ce sera court. J'ai dit, écoutez, évidemment, pas de problème. Si vous voulez, on arrête, même au bout de 10 minutes, si vous me recevez, je serai déjà très content. Et donc, je vais le voir. Et ça commence un peu lentement. Et au bout de 10 minutes, il est jeune. Ah, Il est dans Molière et ça a été formidable. Ça a été formidable parce que ça a été une heure et demie. Une heure et demie. Et puis après, je le remercie et je lui dis, écoutez, c'est vraiment un très beau cadeau, etc. Il me regarde, il me dit, je suis content. Non, je suis content que vous soyez venu, c'était bien. Et puis au bout d'un moment, il dit, mais ce sera ma dernière interview. ah, Je lui dis, comment on répond à ça? Et en effet, ça, je le sais, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu l'interviewer, je crois, un mois euh, ou 2 mois avant sa mort, qui m'avait téléphoné en disant, est-ce que tu peux, etc. Et je lui ai dit, écoute, je sais que ce sera difficile, mais voilà, voilà le téléphone et voilà. Et il m'a dit non, il m'a dit lui-même que qu'il a eu sa dernière interview, quoi. Donc c'était un moment très émouvant et c'était un beau moment, je veux dire. Et à un moment, j'étais tellement pris que j'ai commencé à lui répondre. Puis je me suis arrêté. J'ai dit, je suis pas ici pour lui donner mon avis sur telle pièce ou telle chose. Mais on était, ah.
oui. C'était un moment de grâce, c'était un moment de grâce, et donc voilà. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un à qui s'il avait été vivant, je l'aurais évidemment, mais c'est à sa mémoire, parce que ça a été un des plus grands. Bien sûr, il y a eu Jouvet. Je lui ai posé la question, il n'avait jamais joué dans Juan. Il m'a dit non, parce que j'ai pas le physique de l'emploi. Je lui ai dit Jouvet, franchement. Il me dit Jouvet, c'est Jouvet. Oui. C'était son maître, hein, c'était vraiment son Oui, maître. Non, non, je veux dire, l'homme était, non, l'acteur était exceptionnel. Tout, dans tout. Revoyez les films, regardez un Condé, regardez, c'est un acteur exceptionnel dans tout. Et c'est le grand Moliériste de notre temps, là. Voilà, il n'y a pas, pas photo, comme on dit. Tout à fait. Eh bien, André Versailles, sur l'évocation de ce moment de grâce d'un des grands acteurs, comédiens qui a si bien joué tout Molière, sauf Don Juan, mais tellement de personnages de Molière. Je voulais vous remercier pour cet entretien et puis inviter ceux qui nous regardent et nous écoutent à ne pas être effrayés par le volume que Bouquin publie et à, j'essaye de le mettre devant la caméra, et à l'acquérir, le mettre dans la bibliothèque, l'ouvrir, le lire, lire une pièce, peut-être parfois au hasard des introductions qui donnent envie de lire certaines pièces qui nous ont échappé, et puis ne serait-ce que pour lire l'ensemble des notices que vous indiquez, qui font finalement une sorte de biographie de l'œuvre de Molière, mais finalement une biographie de Molière en feuilleton. Donc voilà, Exact. pour tout ça. Je voulais préciser une chose, c'est qu'il y a un QR code à la fin Oui, parce qu'on n'a exact, pas pardon. pu tout mettre parce que c'était trop gros. Et donc, moi, j'avais fait une langue de Molière, c'est-à-dire un lexique, et il y a près de 1400 mots qui sont expliqués, la bibliographie. Mais j'ai voulu ajouter une chose aussi, c'est toute une série de représentations sur Molière que j'ai trouvées, de la comédie française et autres, des anciennes aussi. Et donc, si vous êtes en train de lire et que vous avez le QR code, vous pouvez en même temps se dire, tiens, j'ai envie de revoir. Et donc, à partir de là, vous tombez sur mon site et vous avez toute une série de comédies. Je crois qu'il y en a une bonne cinquantaine de représentations qui sont parmi, alors pas seulement les actuelles, mais des choses qui datent déjà d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où il y a eu un âge d'or qui pour moi était les années 60 et 70, et il y a de très très belles choses. Oui. Voilà. Il y a notamment des lectures sur table aussi qu'on peut trouver sur Internet, des comédiens qui préparent des répétitions, notamment de la Absolument. comédie française. C'est tout à fait remarquable. Et ça permet de répondre à la demande de Molière de voir les pièces plutôt que de les lire. Immédiatement. Je veux dire, il y a Voilà, un côté comme ça immédiatement. immédiat. J'ai envie de revoir. Ah oui, c'était avec Jean Le Poulain. Ça, j'ai envie de Ah, revoir. très bien. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Eh bien, merci André Versailles pour Merci à votre vous. énergie Merci à vous. molièresque. Merci beaucoup et on comprend mieux pourquoi vous êtes allé dans cette galère. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt, André Merci, Versailles. Jean Merci. Junio.